un petit zoom sur les mythes du rap qu'on nous oppose dès lors qu'on met ces chiffres et ces données face à ceux qui défendent cette industrie, face à ceux qui continuent à s'alimenter avec ces protéines, qui essayent de trouver des excuses, des échappatoires, des raisons de continuer à le faire. Et donc souvent on a des mythes qui sont très fortement ancrés et que l'industrie, la filière viande va ressasser à l'envi, diffuser dans les médias, instiller dans l'éducation nationale pour perpétuer ces méfaits. Notamment le fait que, par exemple, les prairies stockent du carbone. Ça on l'entend tout le temps, mais ouais mais c'est super, on est vraiment très efficace dans la lutte contre le changement climatique. En fait, c'est faux. La Cour des comptes française, qui n'a rien d'extrémiste, encore moins végane et surtout pas éco-terroriste, comme nous qualifie maintenant, a rappelé dans un rapport en mai 2023 au gouvernement que le stockage dans les prairies, il était compris entre 6 et 45%. En valeur moyenne, c'était 25% des émissions qui pouvaient au maximum, enfin en moyenne, être stockées dans les prairies et que ça avait une durée, on va dire, limitée. Au bout d'un moment, les prairies étaient full en carbone et puis qu'en fonction des événements climatiques, elles pouvaient d'ailleurs décharger ce carbone au bout d'un certain temps. Donc en gros, d'autres chiffres disent que pour une unité de carbone stockée dans les sols, c'est 4 unités de carbone qui sont, enfin de méthane en l'occurrence, mais d'équivalent carbone, qui sont émises dans l'atmosphère. Donc l'élevage est un émetteur net de carbone et donc un problème lié par rapport au réchauffement climatique. C'est très très loin de compenser ces émissions, le fait de pouvoir les stocker dans des prairies. D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, au niveau mondial, les prairies sont passées de puits de carbone à source de carbone. Parce qu'il y a trop d'animaux dessus et il y a un trop-plein, on va dire, de ces réservoirs qui aujourd'hui, sous l'effet également du changement climatique, sont devenus émetteurs nets de gaz à effet de serre. Il faudrait, d'après certaines études très récentes que j'ai récupérées, avoir des stocks qui devraient augmenter de 25 à 2000% pour pouvoir compenser les émissions directes de l'élevage. Et c'est donc impossible d'y parvenir. Donc il faut impérativement réduire le cheptel, impérativement réduire le nombre d'animaux et de ruminants en particulier qui émettent ces gaz à effet de serre. De la même façon, ce qu'on nous dit, c'est que mais oui, mais on va investir dans des additifs, dans des solutions, dans des innovations qui vont, par l'alimentation des bovins, nous permettre qu'ils émettent moins de méthane. Alors ça, c'est notamment des algues qu'on donne dans leur ration. Ça peut être d'autres systèmes. On va leur mettre maintenant des masques, une sorte de masques qui vont capter une partie du méthane qu'elles émettent. Bon, c'est des illusions qui, dans le meilleur des cas, et quand les conditions maximales sont réunies, pourraient réduire que de 10 à 20% leurs émissions. Donc là aussi, ce n'est pas une solution, mais par contre, on nous le présente comme quelque chose d'extrêmement prometteur pour l'avenir. De la même façon, on nous dit, et ça c'est la propagande classique des milieux écolos, qu'on ne peut pas faire d'agriculture sans élevage, que les déjections des bovins sont indispensables si on veut limiter le recours à des intrants de synthèse et autres. Or, il existe, même si c'est extrêmement marginal aujourd'hui, mais ça marche. Et donc, il faudrait mettre tout notre R&D, tous nos moyens financiers pour l'encourager et pour la stimuler. Il existe une agriculture bio-végétalienne, une agriculture végane qui s'exerce, qui s'exprime en différents lieux des territoires et qui, sans aucune exploitation animale et sans aucun intrant en provenance de leur exploitation, permet d'avoir des rendements tout à fait convenables selon des techniques et une véritable expertise de permaculture qui aujourd'hui donne des résultats. Et de plus en plus, ça reste très marginal, mais il y a de plus en plus quand même d'agriculteurs qui vont vers ces formes d'exploitation-là, d'exploitation agricole-là, et qui s'en portent pas plus mal. Donc c'est vraiment une voie aussi à encourager, en dehors de celle qu'on nous ressasse comme étant absolument indispensable, à savoir celle qui se base sur les animaux. Autre mythe, celui du locavorisme. Donc il faudrait, évidemment, il faut manger moins de viande, mais si on mange la petite viande locale élevée tout près de chez nous, on cause beaucoup moins de tort au climat, à l'environnement et ainsi de suite. Bon, là aussi c'est un mythe. Le transport pèse très 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 peu dans
l'empreinte écologique globale de notre alimentation. C'est vrai pour les avocats comme pour les bœufs. Et du coup, quand on compare, par exemple, l'impact environnemental pour 100 grammes d'aliments d'un bœuf de France ou du Brésil, on voit que c'est quasiment la même chose. Vous voyez, pour toutes les formes d'alimentation, l'impact du transport est très très peu. Voilà. Donc il faut vraiment mieux faire venir des tonnes d'avocats du Pérou que de manger de l'alimentation carnée de proximité. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est des choses qui sont avérées. On nous ressasse aussi que, merde, l'élevage, c'est le maintien de nos paysages, c'est ce qui fait la beauté de cet environnement. Moi, je vois ça aussi, quand je me balade dans les campagnes. Je vois de l'ensilage, des pneus, je vois du fumier à l'air libre, je vois des kilomètres et des kilomètres de barbelés qui fragmentent les espaces, qui nuisent à la faune sauvage. Je vois ce genre de bâtiments un peu partout, y compris sur mon île à La Réunion. On a des cirques magnifiques et qui sont constellés de bâtiments comme ça, où il y a des porcs, de la volaille, qui sont maltraités en intensif. C'est vraiment catastrophique. Donc ce fantasme des beaux paysages, là, je trouve ça vraiment exagéré et je ne vois pas en quoi réensauvager le monde, refaire venir des forêts qui pourraient se substituer à ces prairies soit un problème de paysage. Il y a aussi la question du mensonge sur la sécurité alimentaire. Donc je vais passer tout ça, mais il faut savoir que les animaux sont très inefficaces pour convertir l'énergie. Il y a des pertes à chaque échelon de la chaîne trophique qui sont de l'ordre de 90%. Et du coup, ce qui nous restitue en protéines à la fin de ce processus est extrêmement faible. Il y a énormément de pertes dans le processus. Et que globalement, alors je vous lis la dernière phrase parce qu'elle me paraît assez parlante. Par exemple, si elle était réaffectée à la production d'un régime de remplacement à base de plantes, la surface nécessaire à la production d'aliments pour 4 grammes de protéines de bœuf produira 100 grammes de protéines d'un régime végétal nutritionnellement équivalent destiné à l'homme, ce qui représente une perte alimentaire d'opportunité de 96% au niveau du consommateur. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut nourrir le monde avec du végétal, là où on ne peut absolument pas y parvenir avec une culture, avec un élevage, avec des protéines carnées, et que finalement on gaspille énormément de ressources qui pourraient être consommées par les humains. C'est une autre façon de le dire. Notamment, aux États-Unis, il y a des études qui ont été menées qui ont montré que si on remplaçait les principaux produits animaux par leur équivalent à base de plantes, en termes de nutriments, sur le plan nutritionnel, on pourrait globalement nourrir 2 fois plus d'Américains, 350 millions. Voilà. Si on supprimait donc le bœuf, on pourrait nourrir 163 millions de personnes supplémentaires. Si on supprimait le lait à protéines végétales équivalentes derrière, ce serait 25 millions de personnes supplémentaires et ainsi de suite, ce que vous voyez là. Et donc là, on pourrait donc doubler le nombre de personnes qu'on pourrait nourrir. Donc au niveau mondial, plus de famine, et puis on pourrait subvenir totalement aux besoins de 10, 12, voire plus de milliards d'humains. Donc voilà, je passe, ça vous l'avez compris, l'empreinte carbone du pâturage catastrophique, jusqu'à 2,1 fois plus, alors qu'en intensif, on économise des animaux, de l'eau, des terres, de l'énergie fossile à le faire. C'est triste à dire, mais si on veut absolument se nourrir d'animaux, il vaut mieux aller vers l'industriel. De toute façon, aujourd'hui, c'est 85% de l'alimentation vient de systèmes industriels, puisqu'on voit que la part des ruminants est faible, même si en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est énorme. Et puis pour ce qui est de la pêche, là aussi, ce mythe de la pêche responsable, il est déjoué par des chiffres comme cela. Globalement, je vous ai dit 90 millions de tonnes qui sont extraites de l'océan. C'est un tiers, 30 millions de tonnes, qui est extrait par l'industrie, par ces grands navires qu'on dénonce à juste titre, qui vont racler le fond des océans, qui vont ramener 30 millions de tonnes. La pêche artisanale à côté, c'est pareil, 30 millions de tonnes. C'est-à-dire que ce n'est pas des gros bateaux qu'on dénonce, mais c'est des milliers de petits pêcheurs qui font le même boulot, c'est-à-dire extraire le même nombre de poissons de l'océan. Et vous allez me dire, mais il reste un tiers. Un tiers, oui, c'est sûr, c'est de l'industriel. C'est ce qu'on appelle le poisson fourrage, la pêche minotière. Celle-ci, elle est destinée à l'élevage et à l'aquaculture. Je ne sais pas si je radote, si j'ai dit tout à l'heure, mais en gros, comme ça, on se réimprime ça dans les cerveaux. Il n'y a pas de petite pêche responsable. Au rythme où on va vider les océans,
ou en tout cas on va leur nuire très dramatiquement, et on va bouleverser cette magnifique machine climatique qui est notamment le fait d'océans sains. Et on va nuire aux capacités de stockage de tout ça.